Tulle, comment renforcer la résilience de votre maintenance face aux turbulences économiques? Entendons ici les tarifs, ces choses-là, par M. Johan Uruti de Spartacus Technologies. Je vous présente Johan. M. Uruti est directeur des technologies chez Spartacus Technologies et expert reconnu en ingénierie de la fiabilité. Ingénieur diplômé de, l'Inserb Mathematica, en France ou en Allemagne? OK. Il cumule plus de 10 ans d'expérience dans le développement de solutions innovantes en maintenance, fiabilité et optimisation des programmes d'entretien. Avec Spartacus, il met l'accent sur l'IA appliquée à la performance des actifs. Mesdames et messieurs, M. Johan Uruti. Merci beaucoup. Oh, c'est correct. Merci Henri-Jules. Bon. Alors, merci tout le monde d'être là cet après-midi. Il reste Serge Rivaud-Allan juste après moi. Ça va être le meilleur. Donc j'espère que je vais être aussi intéressant que Serge et puis les autres participants. Aujourd'hui, on va parler de résilience, on va parler de fiabilité, on va parler des tarifs. On va aborder des sujets qui sont excitants. Spartacus Technologies, c'est une compagnie qui est spin-off de Contrôle Laurentide, nos amis qui ont un beau kiosque là-bas. Moi, j'ai passé plus de 10 ans avec Contrôle Laurentide. J'ai fait divers projets de maintenance fiabilité à travers toute l'Amérique du Nord. Et en parallèle, j'ai créé le logiciel Spartacus que certains d'entre vous connaissent. Mais ce n'est pas le but de la discussion aujourd'hui. Le but de la discussion, c'est les tarifs. Tout le monde a déjà entendu parler de ça? Si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez sur Google. Il y a eu 55 000 articles qui parlent des tarifs douaniers sur le dernier mois seulement. Autrement dit, ça génère beaucoup de discussions, beaucoup de peur, ça génère beaucoup de frustration et ça génère également beaucoup de pleurs. Alors, première chose que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'il y a des raisons qui sont très légitimes à ce qu'on ait des réactions qui sont très émotionnelles. Il y a des compagnies qui sont en jeu, dont l'avenir est en jeu, dont les commandes sont en jeu, qui vivent des vraies difficultés. Fait que le but de cette slide-là, c'est vraiment pas de me moquer ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a de vrais enjeux avec ça. Moi, ce que je veux faire, c'est essayer d'aller un petit peu au-delà de la réaction émotionnelle et je vais essayer d'avoir une analyse un peu plus en profondeur des tarifs. Qu'est-ce que ça sous-tend en termes sociétaux et de choix politiques, gouvernementaux, économiques, cette question des tarifs pour en arriver à la question de la résilience et la fiabilité. Alors, évidemment, on est en 2025, j'ai demandé à ChatGPT, pourquoi est-ce que Donald Trump impose des tarifs au Canada? Donc, on va regarder les réponses qu'ils m'ont données. Sécurité nationale, déséquilibre commercial, protectionnisme économique et un message politique. Je pense que la dernière réponse englobe un petit peu toutes les autres. Ces mesures plaisent à la base électorale en montrant qu'il défend les intérêts des États-Unis face aux partenaires étrangers. Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant là-dedans, défend les intérêts des États-Unis face aux partenaires étrangers. Un travailleur dans un pays quelconque, n'importe où vous vous situez dans le monde, un travailleur, selon moi, devrait être heureux d'entendre que son président veut défendre les intérêts de son pays, de son travail, de son entreprise, de ses collègues, de ses amis, de ses voisins, etc. Donc, moi, juste en regardant ça, je me dis, je vais prendre un contre-pied, puis je vais peut-être dire quelque chose qui ne va pas faire plaisir à beaucoup de monde ici, mais si c'est ça, ben dans ce cas, il a peut-être raison de mettre en place des tarifs. Les Américains ont peut-être raison s'ils pensent que c'est la bonne façon de faire. On va voir que ce n'est probablement pas la bonne façon de faire, mais ils veulent défendre leurs intérêts. Alors pourquoi ils veulent défendre leurs intérêts? L'industrie manufacturière en Amérique du Nord, si vous regardez les statistiques, donc vous partez des années 1950-1960, vous regardez la part du manufacturier dans le produit intérieur brut. Alors je vous ai mis le Canada et les États-Unis. Sortir de la Deuxième Guerre mondiale, années 50-60, il y avait un énorme boom économique, boom industriel. On se rappelle que tout le monde avait à cœur d'avoir un véhicule, sa propre maison, ses propres électroménagers, etc. Donc il y avait une grande fierté de travailler pour ces grands constructeurs. GM,
Chevrolet, etc. Donc quand on travaillait dans une petite communauté et qu'on travaillait pour l'usine locale, la manufacture locale, il y avait quand même une grande fierté. Moi, je me souviens de mes parents et mes grands-parents en France. Ils travaillaient pour les grosses usines locales. Et puis, il y avait quand même une fierté de vouloir rentrer dans ces belles compagnies-là. Et puis, la mondialisation est arrivée. Et donc, la part du manufacturier a énormément diminué dans le PIB aux États-Unis. Mais comme vous le voyez également, le Canada suit exactement la même tendance. Donc, ce qu'on pourrait dire le déclin du manufacturier américain, au Canada, on le vit exactement de la même façon. Puis on le vit exactement de la même façon, mais en fait, c'est dans tout l'Occident qu'on le vit. Donc là, ce que je vous ai sorti, c'est qui produisait quoi dans la part industrielle dans le monde à la fin des années 30. Donc on voit, c'était les États-Unis, quasiment les 2 tiers de la production industrielle mondiale au début du XXe siècle, c'était États-Unis, Allemagne, UK, donc Grande-Bretagne, France, Italie, bref, quasiment juste ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de l'Occident. On regarde 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, eh bien, tout est parti vers l'Est. Donc la Chine est devenue un énorme producteur mondial. Tous les biens manufacturiers, la plupart des biens manufacturiers viennent de Chine, de Corée, d'Inde, du Brésil, du Mexique. Et ce qu'on voit là, c'est que la part des États-Unis est très fortement diminuée. Donc c'est une perte d'influence qui est énorme. Donc à partir de ce moment-là, la réaction de dire on veut faire quelque chose, on va mettre en place des tarifs pour protéger notre industrie, me semble tout à fait justifiée. Quand on passe du premier producteur mondial à deuxième, troisième, c'est sûr qu'il y a un côté, le côté patriotique, le côté fierté, le côté compétitivité prend un coup. Donc, il y a clairement un changement vers l'Est et une perte d'influence qui est marquée. Un autre indicateur qui est vraiment intéressant, vous allez dire, qu'est-ce que ça fait là? Mais moi j'aime regarder plein d'indicateurs. J'ai pris cette source-là dans un livre d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, c'est un démographe et un historien français qui a eu la particularité de prédire la chute de l'effondrement soviétique à la fin des années 70 en regardant différents indicateurs démographiques et statistiques. Donc c'est quelqu'un qui s'inscrit dans une analyse qui est très froide des données. Ce n'est pas des analyses très émotionnelles, ce que moi je trouve intéressant. Et donc un des indicateurs qu'il avait utilisé pour prédire la chute du communisme, c'était l'indicateur de mortalité infantile. Donc on regarde la mortalité infantile, on se rend compte que dans les pays occidentaux, les pays les plus riches du monde, c'est les États-Unis qui ont le taux de mortalité infantile le plus élevé. Donc la question que je vous pose, c'est comment ça se fait que le pays le plus riche du monde a également les enfants qui meurent le plus dans les pays occidentaux. Donc ça, c'est un des indicateurs. Je ne dis pas que c'est tout, je dis que c'est un des indicateurs qui montre que les États-Unis sont une puissance en déclin. On a vu que le domaine industriel est en déclin, mais il y a aussi bien d'autres indicateurs qui le montrent. Un autre indicateur qui est très intéressant, pareil que j'ai sorti du dernier ouvrage d'Emmanuel Todd, c'est la part d'ingénieurs aux États-Unis. Alors quand j'utilise le mot ingénieur, là, il ne faut pas comprendre juste les gens qui sont l'ordre des ingénieurs au Québec ici, là. C'est les gens qui travaillent dans le domaine industriel, les mécaniciens, les techniciens, les opérateurs. Donc, c'est juste plus facile d'avoir des données sur les ingénieurs. Ce qu'on voit, c'est que les États-Unis, par rapport au reste du monde, ont quand même un taux de jeunes qui vont dans des études d'ingénierie qui est très faible. Si on regarde par rapport à la Chine, à l'Allemagne et même à la Russie, on est très faible. Donc, c'est-à-dire que ce que moi je remarque avec cette slide-là, ça veut dire que l'ingénierie, le domaine industriel, n'intéresse plus les jeunes. C'est intéressant parce qu'hier, il y avait une statistique que j'ai entendue à Radio-Canada qui disait qu'en 2017, les jeunes qui faisaient des études universitaires avaient un salaire à peu près 80% supérieur aux jeunes qui faisaient des études seulement secondaires. C'était en 2017, 80%. On est en 2024-2025. Maintenant, l'écart s'est réduit à 60%.
C'est-à-dire que faire des études universitaires maintenant, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui paye, et encore plus faire des études d'ingénierie, des études techniques, on voit qu'il y a un vrai désintérêt. Qui parmi vous aujourd'hui recommande à ses enfants de devenir technicien en maintenance, mécanicien, opérateur, etc. Je suis sûr qu'il n'y a pas grand monde ici qui voudrait ça. Je pense que la plupart des gens, ce qu'on veut, c'est que nos enfants ils aient une belle carrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire dans l'imaginaire collectif, avoir une belle carrière? Avoir une belle carrière, c'est je vais avoir un bac, je vais avoir une maîtrise, je vais peut-être avoir un doctorat, etc. Ce qui est... je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Ce que je dis juste, c'est que ces slides-là nous montrent qu'il y a un vrai désintérêt du domaine industriel. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais le temps passe. Donc l'état de la situation, c'est quoi? C'est que l'Occident est en déclin culturellement et géopolitiquement. L'industrie en Occident est en déclin depuis les années 70. Il y a aujourd'hui une volonté de relance de l'industrie aux États-Unis par les tarifs. Selon moi, l'imposition des tarifs, c'est une mauvaise solution à court terme. Puis je peux vous l'expliquer très rapidement pourquoi. Moi, je me déplace beaucoup aux États-Unis. Je mets en place des programmes de fiabilité dans bien des usines partout. Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous ici au Québec et au Canada, c'est qu'il manque de monde et le monde n'est pas assez formé. Donc, comment est-ce qu'on veut relancer une industrie s'il manque de monde et si les gens ne sont pas assez formés? Moi, je pense que mettre en place des tarifs, ce n'est pas la bonne solution. Je pense qu'il y a une vision beaucoup plus à long terme à mettre en place. C'est de ça qu'on va discuter après. Il y a un vrai désintérêt pour le domaine industriel en Amérique du Nord. La question que je pourrais poser, est-ce que le Canada veut également faire sa relance industrielle, suivre la même pente que les États-Unis? Ça, je vais vous laisser en décider et y penser en tant que citoyen canadien. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que professionnel de maintenance et de fiabilité canadien? Donc, face à la concurrence économique rude, au manque de main-d'œuvre et au désintérêt pour le domaine industriel, aux chocs politiques et sociaux, nous devons d'être résilients et fiables. Il y a bien des aspects sur lesquels on peut travailler. C'est des sujets qui sont multidisciplinaires. Donc moi, je veux juste essayer de recentrer, prendre une lunette fiabilité, résilience, puis vous montrer en fait quelques pistes de solutions. La résilience, c'est quoi? La résilience, c'est la capacité de s'adapter au choc. Je donne un exemple. 2020, mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? On a le Covid qui est arrivé. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a des camions qui ne peuvent pas passer la frontière. On n'aura pas certaines denrées alimentaires, on n'aura pas certains médicaments, on n'aura pas certaines ressources, certains biens, etc. Bon, est-ce que tout s'est arrêté pour autant? Il y a eu des chocs, il y a eu des turbulences. On s'est quand même bien remis. Moi, ce que j'ai tendance à croire, c'est que l'économie canadienne, la société canadienne est tout de même relativement résiliente. Okay? Donc, si je veux revenir juste sur la question des tarifs une petite seconde, je pense que c'est une solution qui ne va pas perdurer éternellement, puis l'économie canadienne est suffisamment résiliente pour trouver des solutions et pallier à ça. Néanmoins, je pense que c'est un domaine qui n'est pas assez pris en compte. Je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place, la résilience, qui demande beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de vision à long terme, voire à très long terme. Je pense que nous, en tant qu'Occidentaux, on est très mauvais pour la planification à long terme. On est beaucoup plus des gens qui sont court-termistes. Mais anyway, la résilience, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, si on a des obstacles, si on a des turbulences, comme un jour on se réveille et puis on a des tarifs de 50%, 200%, 1000%, tout ce que vous voulez, donc ça génère des perturbations dans l'approvisionnement des matières premières, des produits manufacturiers et de l'énergie également. Admettons que demain, il n'y ait plus de pétrole ou il n'y ait plus de X sources d'énergie. Moi, je vais vous présenter une liste de choses là, auxquelles moi j'ai réfléchi, et puis je vais vous inviter à y penser aussi. Ce serait quoi des solutions? Moi, je pense qu'il y a une des solutions, ce serait de relocaliser certains sites de fabrication manufacturière pour minimiser les frais de transport, les délais de livraison et minimiser en fait les disruptions d'approvisionnement.
Un exemple très simple, la plupart de nous, là, je pense si on regarde l'étiquette de nos vêtements, qu'est-ce qu'on risque de trouver sur l'origine de fabrication? Chine, Bangladesh, Inde, peu importe. Là. Qui parmi vous ici a des vêtements fabriqués au Canada? Un monsieur ici. Moi, je suis persuadé que demain, s'il n'y a plus aucun vêtement qui transige de Chine ici, là, moi, je vais être tout nu. Ça peut être très beau à voir, je vous le concède, mais moi, je vais être tout nu, puis la plupart d'entre vous aussi. Donc ça, c'est, je veux dire, une nation qui est toute nue, pour moi, c'est quand même un concept que je trouve assez, peut être intéressant, mais néanmoins, ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a même pas la capacité de produire nos propres vêtements, bref, je vous laisse y réfléchir. Pas la capacité d'avoir nos propres médicaments. Il y a un moment pendant le Covid, il n'y avait plus de Tylenol pour enfants. Moi, j'avais des enfants en bas âge, il n'y avait plus de Tylenol. On fait quoi? On fait quoi avec ça? C'est pas correct, ça, d'être une des plus grandes économies du monde, mais il n'y a plus de Tylenol pour soigner la fièvre des enfants. Fait que, tu sais, moi, ces sujets-là, je trouve que c'est super important d'y penser. Tu sais. On a eu des élections fédérales il y a quelques semaines. Est-ce que c'est des sujets qui ont passionné les politiciens, les électeurs, les journalistes? Je ne le sais pas, parce que je me tiens un peu loin de ce monde-là, mais moi je pense que c'est des sujets qui sont essentiels et qui font partie de la résilience non seulement de l'industrie, mais de la nation. Créer un réseau de partenaires, de distributeurs locaux avec des entrepôts de pièces détachées communs et une main-d'œuvre partagée. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, des compagnies, des organisations qui se trouvent à être dans des petites communautés qui partagent en fait des centres de stockage de pièces de rechange. Hey, j'ai besoin d'un moteur 200 force, as-tu ça pour moi? Oui, je te le prête. On va passer commande parce que c'est 8 mois de livraison. Donc, ce genre d'entraide et ce genre de partenariat local, de réseau local, ça renforce énormément la résilience. La forte intégration au niveau du district, de la communauté. Il y a une usine qui a essayé de s'implanter pas trop loin d'ici, là, qui s'appelle Northvolt. Il y a eu une énorme levée de bouclier de la population locale. Je pense que l'acceptabilité sociale de ce projet était vraiment pas bonne. Okay? Mais si on veut, je pense que dans le fond, là, avoir une usine de batterie locale, je pense que c'est une bonne chose. Si on s'en va vers l'électrification complète, c'est une bonne chose. Mais cependant, les gens qui étaient concernés de près, là, les voisins proches, ils n'étaient vraiment pas contents, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne le sais pas bien honnêtement, mais l'acceptabilité sociale, l'intégration dans la communauté, quelque chose qui est très, très important. Les employés qui sont polyvalents et dont les tâches peuvent être adaptées pendant la production et les périodes d'attente. Donc, par exemple, on a des disruptions de production. On arrête la production pour quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec ces travailleurs-là? Est-ce que c'est des gens qu'on met sur le chômage ou est-ce que c'est des gens qui sont suffisamment capables de travailler sur d'autres choses, d'autres affaires en attendant qu'on reparte la production? Donc, autrement dit, là, essayez de ne pas trop surspécialiser des travailleurs, mais essayez de les rendre peut-être un petit peu plus généralistes dans la mesure du possible. Bâtir des partenariats avec les écoles, les collèges locaux pour promouvoir et inspirer les futurs travailleurs. Je suis sûr qu'il y a bien des jeunes dans certaines communautés qui rêveraient de travailler dans des beaux groupes qu'on a au Québec. Je pense à des Rio Tinto, des Arcelor, des Cascades, etc. Pardon pour ceux que je n'ai pas mentionnés. Comment est-ce qu'on s'assure de renforcer ces partenariats-là pour inspirer les jeunes à venir travailler chez nous? Mettre en valeur le travail manuel, la fierté de travailler pour des compagnies. Ça, c'est une photo qui est tirée de Cascade, l'usine à Bear Island. Bear Island, c'est une nouvelle usine de Cascade qui est entrée en production en 2024, je crois, début 2024 ou fin 2023. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont shippé toute une cohorte de gens là, de Kingsey pour aller démarrer l'usine là-bas. Il y avait vraiment un beau mouvement, une belle fierté de tous ces travailleurs-là, de travailler pour Cascade, aller partir une nouvelle usine. Je trouve que c'est, en tout cas pour avoir participé de près ou de loin à cette implantation-là, je trouvais ça quand même assez inspirant. Bref, faut rendre le travail industriel cool. Il faut ramener les jeunes dans ce monde-là. Moi, j'essaie de faire ma part le plus possible de dire aux gens que
C'est vraiment intéressant de travailler dans le domaine industriel. Il y a vraiment de belles choses à trouver. Bon, quoi d'autre? Si on regarde la résilience, mais plutôt du côté énergétique maintenant, mettre en place des pompes à chaleur industrielles de haute efficacité pour générer de la vapeur, pour faire le chauffage des bâtiments, avoir une meilleure isolation des bâtiments et des installations, avoir une meilleure régénération et réutilisation de l'énergie et des déchets et des rebuts, avoir des gammes de produits standardisés, encore certains éléments que vous pouvez mettre en place. Pour tout ce qui est isolation de bâtiments, je vais dans tellement d'usines où l'isolation est catastrophique, je me dis, il y a tellement d'argent qui est dépensé dans les frais d'énergie, ça n'a aucun bon sens. Mettre en place des technologies de capture du carbone, mettre en place des politiques de prévention, de réponse en cas de catastrophe, avoir des procédures de démarrage, d'arrêt détaillées, optimisées et standardisées. Bref, puis je pourrais continuer encore et encore, là, mais dans le fond, ce que je veux vous montrer, là, c'est que c'est des éléments qui sont ancrés dans la culture. C'est très, très long à changer cette culture-là. Si on veut mettre en place tous ces changements, ça peut prendre 25 à 50 ans. C'est très, 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 très long. Pourquoi? Parce que ça dépend de nous, tous les gens qui sont ici, qui sont fortement impliqués dans le domaine industriel, mais ça dépend des politiciens, ça dépend des médias, ça dépend des personnalités publiques et des citoyens en général. Il y a une notion très, très patriotique dans le discours que je donne ici, là, puis je veux pas que ce soit du tout un discours politique. Si je veux être bien franc avec vous, moi je ne vote pas, fait que essayez pas de dire que j'appartiens à telle ou telle étiquette, c'est pas important, mais je pense qu'il y a une volonté il y a quelque chose de très patriotique dans vouloir protéger l'industrie et le domaine industriel, que ce soit au Québec ou au Canada. Donc ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, et c'est un changement culturel énorme. Bon, l'excellence en fiabilité, maintenant, c'est le deuxième aspect. Qu'est-ce qu'on peut faire? Probablement à plus court terme que les changements dont j'ai parlé à l'instant. Mais en cas de perturbation, les opérations doivent être aussi fiables que possible, avec un fort accent mis sur les éléments suivants. Donc, le premier volet que je veux parler, c'est le volet leadership. Avoir une vision et des objectifs qui sont pragmatiques pour l'organisation compte tenu des contextes politiques et économiques. Si on est une manufacture de produits X ou Y au Québec, qu'on a l'habitude d'exporter une grosse partie de notre production aux États-Unis et qu'on dit que cette année, on veut doubler notre production, c'est sûr que ce n'est pas pragmatique du tout. Il faut prendre en compte les contextes économiques et politiques. Il faut aligner les efforts de vente, marketing avec les opérations et la maintenance afin de minimiser les contraintes et éviter les pertes, les rebuts et les rejets. Un exemple que je peux donner de ça, c'est qu'il y a quelques années, j'ai travaillé pour une compagnie qui fabriquait de l'acier. Et la façon dont l'acier était fabriqué, je veux dire, c'était des barres de construction, des barres d'acier pour la construction. C'était drivé complètement par les ventes, ce qui fait qu'on arrêtait la production quasiment à chaque jour pour changer en fait le laminoir d'acier, les fils de barres d'acier, ce qui a occasionné énormément de délais. Puis on faisait du quart de pouce une journée, le lendemain on faisait du trois quarts, puis le surlendemain on revenait au quart de pouce. Bref, on avait énormément de changements tout le temps parce qu'on était drivé par les ventes. Okay? Donc ça a occasionné énormément de délais et d'arrêts. Il y a quelques années, il y avait Molson qui avait lancé une promotion pour un pack de 24 bières. Ils mettaient 23 bières plus un T-shirt. Les machines à bière, à empaqueter les bières, ça fonctionne très très bien quand il faut mettre 24 bières dans un pack. Mais quand il faut en mettre 23 plus un T-shirt, ça ne marche plus du tout. Donc ça a occasionné énormément de délais, énormément d'arrêts non planifiés et non désirés. Pourquoi? À cause d'une idée marketing, somme toute, très intéressante. Mais après, c'est les opérations et la maintenance qui ont dû essuyer les pots cassés. La conception des équipements. Revenez aux fondamentaux. Quelle est la fonction requise de vos équipements? Qu'est-ce qui est essentiel à vos opérations? Disposer des plans de maintenance et des procédures opérationnelles, des SOP, qui sont complètes dès le départ pour réduire autant que possible le mean time to repair après la mise en service. Autrement dit, quand vous achetez de nouvelles machines, mettez en place des nouvelles lignes de production, assurez-vous de partir avec la liste d'équipements dans votre GMAO. C'est ce que la madame a parlé tantôt
par rapport à SAP, donc la liste d'équipements, les billes de matériel, donc les pièces de rechange, également vos procédures et vos plans d'entretien préventif. Privilégiez les composants low-tech aux composants high-tech. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Moi, j'aime bien le high-tech, je suis directeur des opérations et des technologies. J'aime bien le high-tech, j'aime bien l'IA, mais j'aime bien aussi le low-tech. Ceux qui viennent chez moi, vous allez voir qu'il y a très peu de high-tech. Moi, mon véhicule, j'aime beaucoup le contrôle de l'air climatisé, juste avec ce truc manuel là que je tourne. Ça marche super bien. Alors que quand je prends des chars de location, je dois pitonner pour avoir la température, ça ne marche pas. J'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas pour moi. Donc moi, j'aime bien tout ce qui est low-tech. Pourquoi? Parce que c'est facile à réparer. C'est beaucoup plus fiable que le high-tech quand il y a plein de composants électriques et électroniques qui ont des modes de défaillance qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc un composant électronique, ça fonctionne, puis tout d'un coup, ça ne fonctionne plus. Tandis que moi, la petite molette qui me permet de contrôler mon air climatisé dans mon véhicule, celle-là, je suis capable de dire est-ce qu'elle est jammée ou pas, très facilement, et de voir l'évolution. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est le low-tech versus le high-tech. C'est que je trouve que c'est des composants qui sont plus faciles à remplacer, plus faciles à détecter les défaillances à venir. Donc, c'est pour ça que moi, je suggère toujours d'aller dans cette direction-là. La fondation des actifs. La norme ISO 14224. Alors, on a parlé de SAP PM tantôt, on a parlé des arborescences, la taxonomie. Il y a un standard qui s'appelle le ISO 14224. S'il y en a certains d'entre vous qui ont de l'insomnie, j'ai le PDF. Je peux vous le donner. Je vous le partage. Vous lisez un paragraphe. Ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Donc, c'est un standard pour la gestion dans le fond, des arborescences, des billes de matériel. On parle même également de stratégie d'entretien, on parle de mode de défaillance. Bref, mettez en place ce standard pour vos GMAO. C'est la fondation. Si vous n'avez pas les bons équipements, si vous n'avez pas les bonnes pièces, comment est-ce que vous pouvez générer des bons de travail? Comment est-ce que vous pouvez planifier, ordonnancer des actions correctives, des réparations? Vous pouvez le faire, mais c'est plus difficile. La criticité effectuée et mise à jour. Quand on a des potentiels de disruption, il faut toujours focaliser sur qu'est-ce qu'il y a de plus important. Donc la liste de criticité vous aide à focaliser sur qu'est-ce qui est le plus important, quels sont les équipements qui sont le plus importants pour vos opérations. Stratégie de maintenance. La stratégie de maintenance, les PM, les activités de prédictif, de préventif, les activités faites par les contracteurs, il faut que ce soit basé sur les modes de défaillance. Je suis beaucoup impliqué dans des activités d'optimisation de maintenance préventive. Et ce que je me rends compte partout, c'est que la plupart des PM dans les usines ne sont pas basés sur les modes de défaillance. Autrement dit, on envoie des gens inspecter des moteurs, inspecter des pompes. Oui, mais pour regarder quoi? Moi, on me dit, va inspecter la pompe. OK, j'y vais, je vais inspecter la pompe. Check, elle est là, la pompe, je m'en vais ailleurs. Ouais, par contre, si on me dit d'aller inspecter, est-ce qu'il y a de l'eau au niveau du joint mécanique? Est-ce que les boulons sont bien serrés? Prendre la température de la pompe, la température au niveau des bearings. Oui, mais pour dépasser quelle température? Ça, c'est orienté vers les modes de défaillance, orienté vers des tâches objectives. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. L'usine est maintenue propre, les actifs sont correctement lubrifiés. Les usines de classe mondiale que j'ai visitées dans ma carrière, elles ont toutes une particularité, c'est qu'elles sont maintenues propres. Promenez là-dedans, là, vous pouvez manger par terre tellement c'est propre. J'exagère un peu peut-être. Donc propre, correctement lubrifié. Compétences techniques, responsabilisation. Les opérateurs et tous les corps de métier sont formés et encouragés à procéder à l'élimination de défauts. Autrement dit, je travaille sur une machine, est-ce que je vois des défauts? Si oui, est-ce que je le flague? Est-ce que j'ai un processus pour flaguer ces défauts? Est-ce que j'ai un processus pour mettre en place un bon travail correctif rapidement dans le système, etc. Avoir des plans de développement de compétences en place pour tous les métiers. Donc, pas juste pour les opérateurs, les mécaniciens, les planificateurs, mais
et le directeur d'entretien, et le directeur d'usine, et le directeur des opérations. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne devraient pas aussi avoir des plans de cheminement, des plans de formation et d'évolution de compétences? Est-ce qu'il y a des mécaniciens qui voudraient un jour devenir des techniciens en analyse de vibration, par exemple? Ben oui. Si oui, ben, c'est quoi le cheminement pour y arriver? Je suis un jeune mécanicien, puis j'aimerais un jour devenir fiabiliste. Okay, mais c'est quoi le chemin pour me rendre là? Ça prend des années de formation, et ça se planifie. Les techniciens d'entretien de précision, les techniques d'entretien de précision sont connues et utilisées par les corps de métier pour s'assurer que tout est correctement installé, aligné, équilibré, serré. Donc avoir les bonnes tolérances pour l'installation des roulements, les bonnes tolérances pour l'installation des courroies, des poulies, des chaînes. Comment est-ce qu'on inspecte la déflexion d'une chaîne, l'étirement d'une chaîne, etc., etc. Est-ce que vos mécaniciens sont formés à ça? Ça fait partie de l'expertise et de l'excellence en fiabilité qui est importante à avoir en cas de disruption. Avoir des programmes de mentorat pour les nouveaux travailleurs en début de carrière. On a parlé qu'il y avait un vrai désintérêt pour les jeunes du domaine industriel. Mais est-ce qu'on s'assure que les jeunes qui font ce pas vers nous, ils ont un bon mentorat, ils ont un bon programme d'évolution, de connaissances, de compétences tout au long de leur carrière? Et enfin, je vais finir par les technologies. On peut utiliser les technologies de pointe, on peut utiliser les capteurs de vibration, on a parlé d'intelligence artificielle. Oui, absolument, oui, ça va aider, c'est certain. Ce que je dirais, c'est on priorise sur les actifs les plus critiques. Moi, c'est toujours mon message. Peut-être que déployer, une compagnie qui n'a jamais déployé des sensors de vibration, mettre ça partout dans toute l'usine, c'est peut-être pas la meilleure approche, probablement. Donc, priorisez les actifs les plus critiques. Commencez à déployer avec quelques sensors. Regardez ce que ça donne. Assurez-vous que vous avez la bonne infrastructure de gestion des données, etc. Et pour les autres équipements, mais assurez-vous de respecter vos cédules de PM à 100%. Qui c'est ici qui a une adhérence à son calendrier de PM à 95%? Qui fait ça ici? Bravo, excellent, ben good job, excellent. Pourquoi est-ce si on a des PM à faire, il faut les faire? Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut installer des sensors, puis des équipements, puis des logiciels qui coûtent des millions et des milliards. Là. Si on a des PM à faire, ben faisons-les. Assurons-nous que c'est les bons PM, comme je l'ai dit précédemment, basés sur les modes de défaillance, mais faisons-les. Assurons-nous d'avoir un respect de notre calendrier de stratégie d'entretien. Fait que pour finir, qui peut vous guider vers la résilience et l'excellence en fiabilité? Ben c'est vous, les professionnels en fiabilité, en maintenance, fiers Canadiens, Québécois. Fait que j'espère que c'était suffisamment intéressant. J'espère que j'ai élargi un petit peu votre vision. J'espère que j'ai donné un autre angle de vue. Si vous avez des questions, je suis disponible. On a le temps pour des questions, on me dit. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas de questions, c'est correct. Moi, je vais être encore un petit peu au kiosque Laurentide. Merci beaucoup.